Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors aujourd'hui, un petit Paléo News flash, petite émission pour parler de deux articles. J'ai pas l'intention de faire des Paléo News toutes les semaines, mais c'est juste que quand il y a des choses à commenter dans l'actualité scientifique ou des choses qui n'ont pas été suffisamment commentées, à mon avis, dans l'actualité scientifique, eh bien je vais me faire un devoir de vous les présenter. Hein, ne suis-je pas généreux ? Alors on va commencer par cet article qui à mon sens n'a pas eu suffisamment de couverture médiatique, c'est un article sur la taille du mégalodon, ni plus ni moins. Et la raison pour laquelle il n'a pas reçu beaucoup de couverture médiatique, c'est ce petit mot, le mot-clé, le mot revisité. Pourquoi ? Parce que quand on nous raconte que Mégalodon était vachement plus gros que prévu, ça il y a du monde, mais quand c'est pour nous dire qu'en fait bon il n'était pas si gros que ça, bah là tout de suite c'est moins vendeur. Donc moi je vais vous en parler parce que quand même c'est un article qui est assez intéressant. Et donc il a été publié cet été en août 2019 par Kenshu Shimada qui est un spécialiste japonais des requins et notamment du mégalodon qui a déjà publié de nombreux articles sur le sujet. Donc c'est un article qui est vraiment passé complètement sous le radar. Je crois il y a à peine eu de couverture médiatique en anglais, en tout cas j'en ai pas vu passer. Il a vraiment fallu que je cherche à propos de cet article pour en trouver. Et en français, c'est complètement passé inaperçu, voilà. Mais bon, c'est de la recherche plutôt sérieuse et basée sur des choses plutôt simples à envisager, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, dans l'introduction, il nous rappelle évidemment toutes les tailles démentielles qui ont été estimées pour le mégalodon, citant même, là je l'ai mis en jaune, le livre The Meg, enfin je crois que c'est la suite du livre The Meg, ou une des suites du livre The Meg qui donne 25 mètres de longueur pour le mégalodon, ce qui n'est toujours pas un record puisque la plus grande longueur qu'il a pu trouver apparemment dans la littérature de fiction, c'est 61 mètres. Donc il était encore loin du compte, l'auteur de The Meg. Et dans la littérature scientifique D'ailleurs, c'est pas si faux, 25 mètres comparé à ce qu'on a dans certains pans de la littérature scientifique, puisque ici, on a 24 mètres qui traînent dans la littérature scientifique. Donc voilà, The Meg finalement, c'était pas si faux que ça comparé à ce qu'on peut lire dans la littérature. Mais voilà, donc lui, il a décidé d'obtenir une estimation de taille de mégalodon un peu plus précise. Et alors ce qu'il faut bien préciser dans cet article, c'est que ce qu'il va obtenir, c'est une taille de mégalodon maximum, et pas moyenne. Hein, ça c'est très très important à comprendre dès maintenant, pour une raison très très simple, c'est que pour que son estimation de taille marche, en fait, il va falloir qu'il utilise les dents antérieures, qui sont les dents les plus grandes. Et comme on n'a jamais retrouvé de mâchoire complète de mégalodon, bah le seul moyen de savoir lesquelles des dents on a retrouvées de façon isolée sont des dents antérieures, c'est de prendre les plus grandes et les plus symétriques. Vous voyez que plus on va vers l'arrière, plus les dents deviennent petites et asymétriques. Donc le seul moyen d'appliquer sa méthode de mesure, c'est d'identifier les dents les plus antérieures, qui sont les dents les plus grandes et les dents les plus symétriques. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller à travers les collections de différents musées, au moins 3 ou 4, si ma mémoire est exacte. Et il a cherché les plus grandes dents, les plus symétriques, pour pouvoir appliquer sa méthode de mesure. Donc déjà, il faut savoir ça, c'est que il n'a pas pu, finalement, méthodologiquement, il ne peut pas utiliser des dents de taille moyenne. Il faut qu'il utilise les plus grandes. Et ça, déjà, ça donne un biais considérable, c'est que ce qu'on va avoir, c'est la taille la plus grande possible de mégalodon, et pas la taille moyenne de mégalodon. Voilà. Ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est quelle est l'espèce qu'il utilise, l'espèce moderne qu'il utilise. C'est évidemment le grand requin blanc, puisque Mégalodon n'a pas d'équivalent moderne. Donc voilà, il va donc utiliser Carcharodon carcharias. Alors c'est contestable, puisque Mégalodon, maintenant on le sait, n'est pas directement relié à Carcharodon carcharias, mais c'est un peu, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Et en l'occurrence, Carcharodon, ça reste l'équivalent écologique le plus proche de Mégalodon, c'est-à-dire un méga prédateur de mammifères marins.
Même si en l'occurrence les mammifères marins de mégalodon c'était plus des baleines que des phoques. Mais bon, va bien falloir faire avec. Comme je dis, il faut bien faire avec ce qu'on a. Donc ça, à la limite, faut savoir qu'il y a des limitations à ce niveau-là, mais ce sont des limitations qui sont, j'ai envie de dire, incontournables. Donc il faut simplement en être conscient et savoir qu'il va y avoir une petite marge d'erreur, quoi. Et justement, l'une des grandes choses avec cette technique qu'il a utilisée, c'est qu'il réduit assez bien la marge d'erreur. Alors ici, vous allez voir comment il a fait. Donc ce qu'il a fait, c'est grosso merdo un produit en croix, mais en plus sophistiqué, quoi, hein. C'est-à-dire que vous avez la hauteur de la plus grande dent de mégalodon, vous avez la hauteur de la plus grande dent d'un requin blanc, et puis vous faites le produit en croix. Vous connaissez la longueur du requin blanc, vous faites un produit en croix. Bon, bah, il a juste multiplié ça par un très grand nombre de points, voilà, un très grand nombre de données sur les grands requins blancs, et un plus grand nombre de dents de mégalodon pour obtenir une courbe comme celle-ci. Donc en fait, il a même fait plusieurs courbes, hein, vous pouvez voir, et finalement, il a utilisé celle qui donnait le moins de marge d'erreur. Et celles qui donnent le moins de marge d'erreur, c'est celles qui sont basées sur justement sur la hauteur des dents antérieures supérieures. Donc les grands A, ici, vous voyez que la marge d'erreur est quand même moindre que quand on utilise les dents antérieures inférieures. Vous voyez que le rideau de dispersion ici est bien plus grand. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il utilise plein de dents de Carcharodon carcharias dont il mesure la longueur. Il utilise la longueur du corps des grands requins blancs correspondants. Et puis il trace ses courbes. Et il voit en fait quelles dents marchent le mieux. Et comme je le disais, ce sont les dents antérieures supérieures qui marchent le mieux pour prédire la longueur du corps à partir de la longueur des dents. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'arriver à prédire la longueur du corps à partir de la longueur des dents. Parce que mégalodon, on n'a que des dents isolées. Et du coup, il a réussi à faire ça, il trouve une corrélation extrêmement forte. Vous voyez qu'il y a très très peu de dispersion autour de ces courbes, hein, donc il y a quand même une marge d'erreur qui est très très réduite. Mais le problème, c'est que quand on arrive en haut des courbes, quand on arrive dans les gammes de taille qu'on s'attend à trouver pour mégalodon, donc autour de 15 et 20 mètres, hein, ou voire même 25 mètres, en fait ces courbes se dispersent fortement. D'où l'intérêt d'utiliser la mesure la plus précise possible. Parce qu'évidemment, si vous utilisez cette courbe-là pour une dent qui fait 14 cm, vous allez trouver un mégalodon de 20 mètres. Mais si vous utilisez cette courbe-là pour une dent qui fait 14 cm, vous trouvez un mégalodon de moins de 15 mètres. Donc il faut vraiment utiliser des courbes qui sont le moins dispersées possible. Donc c'est pour ça qu'il a focalisé sur les dents supérieures. Et donc en utilisant ces courbes sur les dents supérieures, qu'est-ce qu'il trouve? Il calcule que le mégalodon devait faire aux alentours de 14 mètres. Voilà, donc sachant qu'un bon gros requin blanc, ça fait aux alentours de 6 mètres. Donc je crois que c'est ce qu'il dit un petit peu plus loin. Le requin blanc. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à le trouver, mais c'est là qu'il le dit. Voilà, le requin blanc qui fait à peu près 6 mètres de longueur totale. Donc ça vous fait un mégalodon qui est à peu près un petit peu plus que 2 fois plus grand que la taille d'un... Alors ça fait la taille maximum de mégalodon qui est 2 fois plus grande que la taille d'un requin blanc moyen. Voilà. Donc ça c'est important, encore une fois, à comparer. On estime bien la taille maximum de mégalodon dans ce cas-là. Donc 14 mètres de long, à peu près. Bon, ça vous fait toujours un requin tout à fait correct, hein. De toute façon, rien que par la taille des dents, on sait que mégalodon était de toute façon le plus grand des prédateurs marins, enfin le plus grand des requins qui ait pu exister. Donc c'est normal qu'on trouve une grande taille. Mais voilà, ce nouvel article donc nous dit 14 mètres, donc assez loin des 20 mètres, des 30 mètres même des fois qu'on peut lire dans la littérature. Le deuxième article, c'est un article à propos de Tyrannosaurus Rex. Donc Tyrannosaurus Rex qui fait encore parler de lui. Vous avez peut-être vu ou allez le voir d'ici quelques jours ou quelques semaines dans les nouvelles, dans la presse, dans les médias. Quelque chose qui vous dira que Tyrannosaurus Rex était capable de broyer des voitures avec sa mâchoire. Et alors non pas que je remette ça en question, hein, mais par contre ce que je remets en question c'est qu'il cite cet article
Donc cette nouvelle étude publiée par Cost, tenez, on retrouve Holliday dont j'avais parlé dans le dernier... Holliday et Whitmer d'ailleurs, dont j'avais parlé dans le dernier Paléo News. Donc encore la même équipe qui frappe à nouveau. Et donc il cite cet article pour soutenir cette affirmation, en tout cas ce gros titre bien putaclic. Tyrannosaurus Rex était capable de broyer des voitures. Encore faut-il que cet article parle de ça. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Cet article, il est tout à propos de la compétence kinétique du crâne de Tyrannosaurus Rex. Voilà, c'est ce qu'on lit dans l'abstract ici. Et c'est tout simplement, en fait, il y a dans le crâne de tyrannosaure des articulations internes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, voilà, ce qu'on appelle des joints kinétiques. Donc comme chez les oiseaux d'ailleurs. Donc il y a dans le crâne des joints kinétiques qui rajoutent de la mobilité à l'intérieur du crâne. Et vous avez les mêmes, en fait, chez tyrannosaure que chez certains oiseaux. Donc voici les joints kinétiques en question. Et du coup, ça rajoute de la flexibilité au crâne de Tyrannosaurus Rex. Alors, on vous dira que c'était pour qu'il puisse ouvrir la gueule plus grand, donc c'est ce qu'ils tentent de montrer avec ces images-là. Mais en fait, leur hypothèse de base, c'est que plus on rajoute de la mobilité à l'intérieur du crâne, et plus ça rajoute de la fragilité au crâne. D'où la question, est-ce qu'il était vraiment capable de développer autant de puissance dans sa mâchoire qu'on l'imagine ? Et en fait, la réponse de cet article, il contourne, on va dire, la réponse. La réponse qu'il donne dans cet article est assez marrante. C'est en fait, ils disent que s'il était capable de développer autant de puissance, alors ses joints kinétiques ne fonctionnaient pas. Et donc eux, ils font l'hypothèse en fait que ces joints kinétiques n'étaient pas du tout des joints kinétiques. En fait, c'était des points fixes du crâne. Ce qui me semble un peu bizarre comme conclusion. Ce qui me semble un peu plus bizarre. Alors la raison, c'est que quand ils font leur simulation, donc ils ont utilisé des éléments, une analyse en éléments finis, et puis du coup ils trouvent qu'effectivement ces joints kinétiques sont des zones de très forte. Il y a beaucoup de contraintes en fait qui s'exercent à ces niveaux-là, donc ce sont des zones très fragiles en fait. Donc s'il était vraiment capable de développer autant de puissance, ça aurait pété. Voilà, le crâne aurait cassé à ce niveau-là. Et ça marche pas. Donc ils disent qu'il n'y avait pas de joints, ils disent qu'il n'y avait pas de mobilité. Bon, ça me semble une conclusion assez radicale, assez contre-intuitive au final, puisqu'on aurait pu dire, bah non, s'il y avait des joints kinétiques comme ça, alors ça veut dire que son crâne n'était peut-être pas capable de développer autant de puissance. Mais il semblerait qu'en fait, leur raisonnement, c'est que ces zones justement en rouge là sont tellement sensibles en fait que si on considère qu'il y avait joint kinétique à cet endroit, alors il aurait à peine pu mordre en fait. Ils sont très très loin en fait de la résistance structurelle du crâne. Et du coup ils font des hypothèses concernant en fait la disposition des muscles, la disposition des os et des cartilages, et comment en fait ces os, ces muscles et ces cartilages empêchait finalement ces joints kinétiques de bouger. Ou ces joints cinétiques si vous préférez, si vous préférez le mot cinétique à kinétique. L'idée étant que voilà, l'article, du coup, contrairement à ce que la presse en dit, cet article n'est pas du tout à propos de tyrannosaures étant capable de développer une puissance capable d'écraser une voiture. Cet article, il est juste à propos de la mobilité interne du crâne, voilà, et de son évaluation. En fait, c'est l'incohérence qu'il y a entre le fait qu'on observe des joints internes à l'intérieur du crâne et le fait que justement on ait hypothétisé qu'il puisse développer autant de puissance. Donc loin même de dire que le tyrannosaure était capable de développer énormément de puissance dans sa morsure, en fait cet article le remet en question. Il remet très franchement en question, même si à la fin finalement ils esquivent in extremis la bastos en disant ouais non mais c'est bon en fait il n'y avait pas de mobilité interne, de toute façon c'est pas possible, il aurait pas pu parce que sinon il aurait pas pu développer autant de puissance. Bah oui mais n'empêche que vous avez mis le doigt sur un truc là. donc voilà, c'est un article qui est plutôt intéressant, même si comme je disais à la fin la conclusion se dérive un peu sur bah oui mais en fait non. Voilà, oui mais en fait non, et voilà, nos observations elles marchent pas parce qu'en fait il n'y avait pas de joint kinétique du tout.
Et puis dernière petite nouvelle, et encore une fois un peu d'autopromotion, c'est moi-même, ma collaboratrice sur la chaîne Sophie et mon étudiante Aliénor qui venons de publier un article dans la revue Fossile, donc le magazine français Fossile, hein, donc qui est trouvable un peu partout chez les marchands de journaux, quoi. Vous pouvez, et dans les grandes surfaces. Donc nous venons de publier dans ce magazine. Alors je ne sais pas si cet article que nous avons écrit sera accessible dans la prochaine édition, donc celle qui sort en octobre, ou bien dans la suivante, celle qui sort en novembre. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller voir l'édition d'octobre, voir s'il y a des articles qui vous intéressent. Voilà, c'est une revue de paléontologie amateur. Et on y a publié un article donc sur l'exploration du Karoo, c'est-à-dire l'exploration des fossiles sud-africains. Donc c'est un peu pensé comme une mini-aventure, une mini-exploration en fait, comme un road trip à travers l'Afrique du Sud et à travers les fossiles qu'on y trouve. Donc ça fait beaucoup écho au projet Trinax. Alors vous voyez qu'il y a encore des corrections à apporter, hein, puisque ça c'est une épreuve de l'article avant d'aller sous presse. Mais voilà, donc c'est une revue que je vous encourage à aller voir et pourquoi pas à acheter si le cœur vous en dit. Voilà, c'est intéressant et comme j'ai dit, c'est écrit par des amateurs passionnés, donc c'est tout bon. Voilà, c'était un petit Paléo News Flash. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne rien manquer d'anciens et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne.